Bonjour famille. Bienvenue à Contes Inspirantes, veuillez vous abonner et laisser un like pour nous. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Clara Williams posa sa main sur la grille sombre de la limousine et murmura « S'il vous plaît, que ce soit le début ». Le domaine Coleman s'élevait comme une ville de verre, la lumière du soleil se brisant en éclats délicats sur les fontaines et les haies soigneusement taillées. Elle avait laissé derrière elle une chambre exiguë et un avenir incertain pour se tenir là, son uniforme plié dans son sac, ses références rangées dans une pochette plastique qui brillait sous la lumière. Le jardinier sifflotait. 2 gardes de sécurité l'observaient sans chaleur. Lorsque la grille s'ouvrit, elle avança comme si elle traversait une rivière sans retour possible. Elle s'imagina écrire à son moi plus jeune. « Tu seras en sécurité maintenant. Tu travailleras dur, mangeras régulièrement, dormiras à l'heure et te réveilleras dans des draps doux. » Elle ne savait pas encore que l'espoir peut être une porte douce menant à une pièce dure. Pour l'instant, elle respira, sourit et suivit le chemin. À l'intérieur, les sols de marbre portaient ses pas comme des secrets. « Vous êtes Clara ?» demanda Madame Hart, la gouvernante en chef, une femme soignée aux yeux précis. « Oui, madame. Vous ferez les lits, polirez l'argenterie, approvisionnerez le garde-manger et resterez discrète. » Clara hocha la tête, serrant la sangle de son sac. « Si vous êtes diligente, vous serez invisible. C'est l'objectif ici. Nettoyer sans être vue. » Les règles étaient écrites dans un classeur. Ne jamais utiliser l'escalier principal. Frapper 3 fois avant d'entrer dans une pièce. Baisser les yeux en présence de la famille. Des questions ? demanda Madame Hart. Juste une, répondit Clara, la voix ferme. Par où commencer ? Madame Hart désigna une aile de la maison, sentant légèrement le lys. Commencez là où tout le monde commence, en prouvant que vous avez votre place. Les jours s'entrelacèrent dans une routine de précision. Lessive à l'aube, vaisselle du petit déjeuner, dépoussiérage de livres dont elle n'osait pas lire les titres. Clara apprit les humeurs de la maison. La façon dont la lumière du matin transformait la piscine en une pièce d'argent, la manière dont les soirées enveloppaient les couloirs d'un silence velouté. Le personnel se déplaçait comme des ombres. Missy, une jeune femme de chambre, levait les yeux au ciel en polissant le cristal. « Tu Y habitueras » murmura-t-elle. Le silence est plus bruyant que les gens. Clara gardait la tête baissée et les mains fermes. Elle écrivait des lettres qu'elle n'envoyait jamais, disant à sa mère que les grandes maisons n'ont pas toujours de grand cœur. Elle empilait les serviettes comme des nuages pliés et repassait les nappes jusqu'à ce qu'elles deviennent de petites déclarations d'ordre dans un monde qui n'en offrait aucun pour elle. Quelque part à l'étage, la musique tombait d'un piano comme de la pluie. Quelque part dans un bureau, la voix d'un homme décidait du sort d'entreprise qu'elle ne pouvait nommer. Richard Coleman traversait la maison comme un mauvais temps, ressenti avant d'être vu. Clara ne le remarqua que par hasard. Son reflet dans le verre lorsqu'elle essuyait une fenêtre, l'écho de son rire depuis la terrasse. Le personnel se redressait à son passage, puis expirait une fois qu'il était parti. Il aime l'efficacité, rappelait Madame Hart. Il déteste être déçu. Clara mémorisa la respiration de la maison, le silence soudain lorsque sa voiture arrivait, les instructions brèves au moment où l'ascenseur sonnait. Et pourtant, de petites poches de douceur apparaissaient. La cuisinière Lydia glissant un petit pain chaud avec du beurre à Clara, le chauffeur James offrant un hochement de tête respectueux. « Garde ta gentillesse » murmura Lydia. « Mais garde-la près de toi. Cet endroit dévore ce qui est doux. » Cela commença par un regard qui s'attarda un peu trop longtemps. Clara remplaçait un vase de lys dans la galerie lorsqu'elle le sentit, un regard aussi délibéré qu'une main posée sur l'épaule. Elle se tourna pour trouver Richard à mi-chemin du couloir, cravate desserrée, téléphone à l'oreille, yeux fixés. Il ne détourna pas le regard. « Oui, concluez l'affaire », dit-il au téléphone, puis à Clara, « continuez ». Les mots étaient simples. Le ton ne l'était pas. Après cela, les coïncidences se multiplièrent. Une porte d'ascenseur s'ouvrant pour révéler uniquement lui. Son emploi du temps croisant le sien sans raison. Un verre de champagne laissé sur un plateau près de l'endroit où elle travaillait.
comme pour dire qu'il pouvait offrir de l'aisance avec moins d'efforts qu'elle n'en mettait pour respirer. « Ne te sens pas flattée » murmura Missy, remarquant l'inquiétude de Clara. Il regarde le personnel comme il regarde une propriété, en évaluant sa valeur. Les avertissements de Madame Hart devinrent plus tranchants. Les règles changent en présence de la famille. Évitez l'aile ouest après 20 heures. Clara obéit, mais les règles changeaient dans son dos, les ailes s'ouvrant comme des pièges. Un soir, en ramassant le linge, elle entendit des pas et un léger raclement de gorge. Richard se tenait dans l'embrasure d'un salon, les lampes tamisées. « Vous êtes nouvelle, dit-il. Comment vous appelez-vous ? » « Clara, répondit-elle, prudente avec les syllabes. Il hocha la tête, la laissant passer. Son cœur battait contre ses côtes. Dans la cuisine, Lydia la regarda se laver les mains 2 fois. « Ne confonds pas la distance avec la sécurité, dit Lydia, et ne confonds pas la politesse avec une permission. » La fête se prolongea jusqu'à minuit, rires et musique entrelacés de tintements de verre. Le personnel coulait comme une rivière cachée, ramassant, remplissant, disparaissant. Clara restait en périphérie, portant un plateau de petits fours à travers un bureau qui sentait le cuir et la fumée. La porte se ferma derrière elle avec un clic doux et volontaire. La voix de Richard s'éleva des ombres. « Vous travaillez trop dur, dit-il, s'approchant. « Monsieur, je devrais rester, ordonna-t-il, pas fort, mais avec le poids d'une signature qui pouvait changer des vies. Elle resta immobile. Chaque règle du classeur lui disait de partir. Chaque règle de la maison lui disait qu'elle ne pouvait pas. La pièce se réduisit à la taille de ses yeux, sa main ne la touchant pas encore, l'air lourd d'un pouvoir qui avait appris à se reconnaître dans les miroirs. Plus tard, le couloir semblait trop lumineux, les carreaux trop propres. Clara s'y déplaça comme une personne dans une photo prise entre 2 cadres. Elle se lava les mains jusqu'à ce que la peau lui pique, puis lava l'évier, puis lava le souvenir avec une eau qui ne pouvait l'atteindre. Dans les quartiers du personnel, Missy leva les yeux et fronça les sourcils. « Ça va ?» La bouche de Clara bougea avant que le son ne sorte. « J'ai trébuché, dit-elle. Je suis maladroite ce soir. » Le mensonge resta entre elles comme une chaise que personne ne voulait occuper. Seule dans son lit étroit, elle serra le drap contre sa bouche et murmura « Tu n'as rien fait de mal, parce que personne d'autre ne le lui dirait. » Le matin arriva, indifférent et ponctuel, comme toujours. Clara retourna au travail comme si la nuit ne l'avait pas touchée. Elle polit, plia, arrangea, transformant le chaos en ordre un coin à la fois. Mais le silence changea de forme. Il devint un complice, et elle le porta comme un plateau lourd que personne ne l'aiderait à poser. Quand Richard croisa son chemin, il ne dit rien, et ce rien n'était la lame. « Tu as l'air pâle, » murmura Lydia, posant une main sur le poignet de Clara. « Tu peux me parler. » Clara secoua la tête. « On parle avec notre travail ici, » dit-elle, disposant les couverts avec une précision mesurable par le chagrin. Missy tenta des blagues qui tombèrent comme des plumes dans une tempête. « On survit en ignorant, » dit-elle. « Fais comme si tu étais un mur. » Clara hocha la tête, mais les murs se souviennent de tout. Les semaines passèrent. Parfois, le regard de Richard glissait sur elle comme un courant d'air. Parfois, il semblait ne pas la voir du tout, ce qui était pire. Elle trouva de nouveaux chemins, des escaliers de service, des couloirs latéraux, des portes de service menant à des placards bourdonnants d'air chaud. L'uniforme pesait sur elle comme une seconde peau qu'elle ne pouvait pas enlever. La nuit, elle se levait pour boire de l'eau et s'asseyait au bord du lit, regardant la porte. Partir signifie perdre son salaire, se disait-elle. Rester signifie qu'elle ne pouvait pas finir la phrase. Le matin, elle repassait la journée à plat, la mettait sur un cintre et la portait à nouveau. Survivre, apprit-elle, à un rythme. Ce n'est pas beau, mais ça donne l'heure. La nausée se manifesta comme un secret qui frappe. Au début, Clara blâma l'épuisement, le café qu'elle buvait trop vite avant le service du petit déjeuner. Mais le calendrier tournait en rond. Dans une petite clinique d'une rue animée, une infirmière sourit doucement, fit glisser le test sur le comptoir et regarda Clara fixer le résultat. « Félicitations, » dit l'infirmière doucement. Le mot se brisa dans la poitrine de Clara. Elle sortit sous le soleil avec une nouvelle gravité.
Sa main glissa sur son ventre comme si elle reconnaissait une vérité que son esprit ne pouvait encore saisir. Sur un banc du parc, elle murmura « Bonjour » à l'endroit silencieux sous ses côtes. Et puis, que ferons-nous? Elle répéta des conversations sur le chemin du retour, les rejetant comme insensées. Il n'y avait pas de script pour cela. Ce soir-là, elle frappa à la porte du bureau de Madame Hart et demanda 5 minutes. « Je dois parler à Monsieur Coleman », dit-elle lorsque Madame Hart haussa un sourcil. « À quel sujet ?»« Une affaire privée. »« Il n'y a pas d'affaire privée dans cette maison », répondit Madame Hart. Le lendemain matin, Clara se tenait devant le bureau de Richard, le cœur dans la gorge. « Monsieur, puis-je vous parler ?» Il ne leva pas les yeux de ses papiers. « Soyez brève. » Elle lui parla, la voix ferme, chaque syllabe façonnée par le devoir, la peur et un fragile espoir. La pièce ne bougea pas, mais elle sentit la température changer, comme une tempête tournant son visage vers la fenêtre. Richard la regarda pendant une respiration complète avant de se pencher en arrière et de rire, un son net et incrédule qui rendit les murs plus petits. « Pensez-vous que je suis un idiot ?» demanda-t-il. « Monsieur, je vous dis la vérité. »« La vérité ?» répéta-t-il, goûtant le mot comme s'il était aigre. « Savez-vous combien d'opportunistes aimeraient grimper dans mon nom? Vous, entre tous, devriez comprendre votre place. » Clara s'agrippa au dossier d'une chaise pour se stabiliser. « Je ne suis pas venue pour grimper. Je suis venue parce que je porte une vie. » Le mot vie resta entre eux, fragile comme une tasse de thé. Il le repoussa de la table d'un regard. « Vous êtes renvoyé, dit-il. »« Je n'ai pas renvoyé, » coupa-t-il, appuyant sur un bouton qui appela un garde. « Et si vous en parlez à quelqu'un, vous le regretterez. »« S'il vous plaît, » dit Clara, la voix brisée maintenant. « Je n'ai nulle part où aller. » Ils se levèrent, la conversation déjà sous lui. « Ce n'est pas mon problème. » La sécurité arriva. Dans le couloir, Missy aperçut le visage de Clara et blêmit. « Que s'est-il passé? »« Je pars, » dit Clara, et les mots sonnèrent comme une cloche dans une ville qui ne savait pas qu'elle avait perdu quelque chose de cher. Madame Hart détourna le regard comme si elle était entraînée à ignorer ce qui faisait mal. Lydia pressa un petit pain emballé dans la paume de Clara, les manières survivant là où la justice n'existait pas. « Tu mangeras, » murmura Lydia. « Et tu continueras à respirer. » Le garde escorta Clara par la porte principale qu'elle n'avait jamais été autorisée à utiliser. Elle sortit dans le jour lumineux comme si le soleil lui avait tourné le dos. Ses affaires tenaient dans un seul sac, 2 uniformes, un pull qui sentait la buanderie, une carte postale encadrée d'une plage que Clara n'avait jamais vue. Le garde marchait un pas derrière elle, l'impatience dans ses pas. À l'extérieur des grilles, une paire de femmes de chambre en pause interrompit leur commérage, des gobelets en papier à la main. « On dirait que la rumeur était vraie, » murmura l'une. « Les riches n'achètent pas les conséquences, » répondit l'autre. Clara garda la tête haute, bien que sa gorge se serrât jusqu'à ce que déglutir fasse mal. Le trottoir semblait nouvellement dur sous ses chaussures. « Mademoiselle », la voix de Lydia, essoufflée à la grille. Elle lança le petit pain par-dessus les barres. Clara l'attrapa contre sa poitrine. « Mange quand tu peux », cria Lydia. « Et ne porte pas ta honte. Fais-la te porter. » La fumée des bus et la chaleur de l'après-midi brouillèrent la rue. Clara s'assit à un arrêt et déballa le pain avec des mains lentes, comme si elle déroulait son courage. Un garçon lui demanda l'heure. Elle la lui donna. La vie continuait autour d'elle, audacieuse comme toujours. Elle composa le numéro de sa mère, puis raccrocha avant que cela ne sonne. Que dirait-elle? Qu'un palais l'avait transformée en mendiante en 1 heure. Nous trouverons un moyen, dit-elle à l'espace sous ses côtes. Je serai ton toit jusqu'à ce que nous trouvions un toit. Lorsque le bus arriva, elle monta à bord et pressa son front contre la fenêtre. Derrière elle, le manoir se réduisit à une carte postale, une image cachant le froid. Devant, une ville qui ne la connaissait pas, prête à tout prendre ou à lui apprendre à vivre sans ce qui ne donnait pas. La porte de la maison de ses parents s'ouvrit d'1 pouce, puis s'arrêta contre une chaîne. Les yeux de sa mère scrutèrent le visage de Clara, puis le sac. « Nous avons entendu des rumeurs, » dit-elle, la voix coupante. « Est-ce vrai? » « J'avais besoin d'aide, » murmura Clara.
Tu avais besoin de bon sens, répondit sa mère sèchement. Son père apparut derrière la chaîne. Un silence plus lourd que la colère. Nous ne pouvons pas être entraînés dans ton désordre, dit-il. S'il vous plaît, tenta Clara à nouveau. Je suis. Ne le dis pas, avertit sa mère comme si le mot enceinte pouvait tacher la peinture. Nous t'avons élevé mieux que ça. Tu as déshonoré notre nom. La chaîne glissa librement un instant. Espoir. Puis la porte se referma un peu plus fort. Trouve tes propres solutions, dit son père à travers l'entrebâillement. Tu as fait ton lit. Et maintenant tu me demandes d'y dormir seule, murmura Clara. Mais la porte se fermait déjà. Sur le perron, Clara resta immobile. Une voisine de l'autre côté de la rue secouait un tapis avec plus de vigueur que nécessaire, les yeux sur Clara alors que la poussière s'élevait. Deux adolescentes gloussèrent, un son comme des carillons de verre. C'est elle, demanda l'une. La femme du milliardaire, répondit l'autre. Ça lui apprendra. Clara essuya son visage avec le bord de sa manche et se leva. La ville tourna son visage unique en plusieurs. Certains indifférents, certains cruels, certains gentils, et trop occupés pour s'arrêter. Elle marcha jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Dans le vestibule d'une petite église, un bénévole dit « Nous fermons, mais vous pouvez rester un moment. » Elle s'assit sur les bancs et parla au plafond. « Je porte quelqu'un qui n'a rien demandé de tout cela. » Elle dit « S'il vous plaît, laissez-moi être assez. » Le matin la trouva sur un banc près du marché, le ciel de la couleur de l'eau de vaisselle. Les vendeurs installaient leurs étals avec la grâce rapide de ceux qui avaient appris à survivre depuis longtemps. « Vous pouvez aider », appela une femme, pointant des caisses d'oranges. Clara hocha la tête, paya avec son dos et ses mains jusqu'à midi, et reçut assez de pièces pour du pain et une chambre dans une pension avec un matelas fin. Les nuits étaient de deux sortes, celles qui permettaient au sommeil de tomber comme une couverture, et celles qui transformaient chaque craquement en une question. Quand l'argent manquait, elle dormait sous l'escalier de l'église, les paumes rentrées dans ses manches. La ville lui enseigna ses miséricordes pratiques, quelle toilette publique était propre, quel café ne s'opposait pas à une femme silencieuse lisant les annonces sur le mur. Les gens regardent. Ils le font toujours. Un garçon de kiosque à journaux lui offrit un journal avec un titre sur Richard ouvrant une nouvelle tour. Elle ne le prit pas. « Vous avez l'air fatigué, dit-il. »« J'ai l'air de travailler, répondit-elle. Le bébé bougea un soir comme un oiseau pris dans la cage de ses côtes. « Nous sommes toujours là, murmura-t-elle, la main sur son ventre. Nous serons doux, même si le monde ne l'est pas. » Quand elle se sentait faible, elle comptait à rebours à partir de 100. Cela stabilisait sa respiration. Quand la honte montait, elle nommait les objets qu'elle voyait, lampes, briques, chaussures, ciel, jusqu'à ce qu'elle s'assoie à côté d'elle comme un animal apprivoisé. « Je ne disparaîtrai pas, » dit-elle à voix haute, se surprenant elle-même. « Je ne disparaîtrai pas. » Les mots semblaient un petit drapeau planté dans un sol rugueux. L'accouchement arriva une nuit qui sentait la pluie, le tonnerre roulant comme si les cieux prêtaient leur voix à la douleur de Clara. Elle était dans une petite salle de maternité mal éclairée, gérée par des infirmières surmenées qui lui jetaient à peine un regard. Ses cris résonnaient contre la peinture écaillée et les carreaux fissurés, se mêlant au bourdonnement lointain des ventilateurs de plafond. « Poussez, ma fille. Poussez si vous voulez qu'il vive », aboya une sage-femme avec impatience, son ton plus proche d'un ordre que de la compassion. Clara serra les dents, chaque muscle de son corps hurlant, et murmura à travers des lèvres crispées. « Tiens bon, mon enfant. Tiens bon pour moi. » La sueur trempait son front alors qu'une autre contraction la déchirait. Il n'y avait ni mari pour essuyer son visage, ni membre de la famille pour lui tenir la main, ni ami pour murmurer des encouragements. Elle était seule, luttant à travers le champ de bataille de l'accouchement. Les heures semblaient des jours jusqu'à ce que, finalement, après ce qui semblait une éternité, un cri perça l'air, un cri si fragile, si nouveau que l'âme de Clara trembla. Les larmes coulaient sur son visage, non seulement de douleur, mais d'un immense soulagement. « Il est là, » murmura-t-elle, tendant les bras tremblants alors que la sage-femme plaçait le petit bébé à la peau sombre, ridée, contre sa poitrine. Elle le berça, ses yeux buvant chaque détail, ses petits doigts s'enroulant autour de son pouce. La montée et la descente de sa petite poitrine, la chaleur de son corps fragile pressé contre sa peau. La douleur s'effaça,
remplacée par une détermination inébranlable. Tu es Adam, murmura-t-elle, lui donnant le nom du premier homme, le début de toute chose. Et toi, mon fils, est le début de ma vie à nouveau. La sage-femme, s'adoucissant un peu, marmonna, poumon fort. Il survivra si tu le nourris. Clara embrassa le front d'Adam et murmura à nouveau. Je te nourrirai même si je meurs de faim. Je te couvrirai même si je gèle. À cet instant, elle ressentit une force qu'elle n'avait jamais connue, née du chagrin, de la trahison et de l'humiliation, mais transformée en un amour féroce. Elle regarda vers le plafond fissuré, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Laissez-moi être assez pour lui. Même si le monde me crache dessus, laissez-moi être assez. Cette nuit-là, alors que la tempête dehors s'apaisait, Clara réalisa que son combat ne faisait que commencer. Mais alors qu'Adam dormait paisiblement dans ses bras, elle réalisa aussi qu'elle avait enfin quelque chose pour quoi se battre avec sa vie même. Les premières semaines furent une éducation brutale. Clara se réveillait au cri d'Adam au milieu de la nuit, son corps encore douloureux de l'accouchement, mais son cœur refusant de se reposer jusqu'à ce qu'il soit apaisé. Elle le berçait souvent dans ses bras sous la lumière vacillante d'une seule ampoule dans une chambre louée sentant le moisi, qui coûtait la moitié de ses maigres revenus. La propriétaire, une femme sévère aux bras croisés, frappait à sa porte. « Fais taire ce bébé ou trouve un autre endroit. » Clara hochait la tête et murmurait des excuses, pressant Adam plus près de sa poitrine comme si son étreinte pouvait le protéger de la cruauté du monde. La nourriture était un combat quotidien. Certaines nuits, elle faisait bouillir du riz avec seulement du sel pour saveur, divisant le petit bol entre ses besoins et ceux d'Adam, prétendant souvent être rassasiée pour qu'il puisse avoir le peu qu'elle avait. « Mange, Adam », murmurait-elle comme s'il comprenait. « Ta maman ira bien. » Mais son estomac grondait de la vérité. Pendant la journée, Clara frottait les sols pour des étrangers, lavait des piles de vêtements qui laissaient ses mains à vif, et nettoyait des couloirs où les gens l'enjambaient comme si elle n'existait pas. Une fois, en nettoyant le salon d'un couple riche, la femme ricana. « Ne laisse pas ton enfant grandir en pensant qu'il a sa place ailleurs qu'à ta place. » Clara ravala ses larmes, refusant de répondre, et finit de polir le sol jusqu'à ce qu'il brille comme du verre. Chaque pièce comptait. Chaque pièce signifiait qu'Adam pouvait porter des chaussures ou boire du lait. Les nuits la trouvaient murmurant à son fils alors qu'il s'endormait dans ses bras. Un jour, promit-elle, caressant ses boucles douces. Tu ne te souviendras pas de la faim. Tu ne te souviendras pas de la honte. Tu te souviendras seulement que je n'ai jamais abandonné pour toi. La petite taille d'Adam devint sa musique, son battement de cœur sa raison de continuer à travailler. Bien que l'épuisement menaçât de briser son corps, l'amour la liait à la résilience. Elle ne vivait plus pour elle-même. Elle vivait pour Adam. Et peu importe la profondeur de la pauvreté, elle jura qu'il connaîtrait la dignité. Lorsqu'Adam devint tout petit, les luttes de Clara devinrent le sujet de commérages du quartier. Les enfants se moquaient de lui dans la rue, chantant des chansons cruelles sur son père inconnu. « Bâtard, bâtard », chantait-il alors qu'Adam s'accrochait aux jupes de Clara, perplexe. Un après-midi, Clara confronta un groupe de femmes qui ricanaient alors qu'elle passait. Peut-être que si elle savait garder ses jambes fermées, elle ne porterait pas la honte du milliardaire, dit l'une d'elles fort, prétendant ne pas remarquer que Clara était à portée d'oreille. Clara s'arrêta, la voix tremblante mais ferme. « Dites ce que vous voulez de moi, » dit-elle. « Mais laissez mon fils en dehors de votre saleté. » Leur rire la suivit dans la rue, aigu et impitoyable. Mais elle garda la tête haute même si ses yeux brûlaient de larmes. La nuit, Adam, encore trop jeune pour comprendre la cruauté du monde, posait des questions avec des yeux innocents. « Maman, pourquoi rit-il de moi? Pourquoi m'appelle-il par des noms ?» Clara le prit sur ses genoux et caressa sa joue. « Parce qu'ils ne comprennent pas l'amour, mon fils. Ils pensent qu'un nom fait un homme. Mais un jour, tu leur montreras que ta valeur est plus grande que tous leurs mots. » Adam pressa sa petite paume contre son visage et murmura « Je t'aime, maman. » Cette simple phrase était sa forteresse. Elle embrassa son front et répondit « Et je t'aime plus que la vie. » Bien que le monde se moquât, Clara trouva de la force dans le lien entre mère et enfant. Leur rire la blessait, oui, mais il aiguisait aussi sa détermination. S'ils pensaient qu'Adam grandirait brisé, ils avaient tort.
Elle le façonnerait en quelque chose que aucune quantité de ridicule ne pourrait détruire. Alors qu'Adam grandissait, ses questions devenaient plus lourdes, et Clara se battait pour donner des réponses sans se briser. Un soir, lorsque la lampe à huile projetait des ombres sur les murs de leur petite pièce, Adam demanda doucement. « Maman, qui est mon père? Pourquoi n'en ai-je pas comme les autres enfants ?» Clara se figea, ses mains se resserrant sur l'ourlet de sa jupe. Elle regarda les grands yeux curieux de son fils et sentit sa poitrine se contracter. Pendant un instant, elle envisagea de lui dire la vérité, mais l'idée qu'Adam porte sa douleur la fit hésiter. « Ton père, commença-t-elle lentement, est un homme qui a choisi de ne pas faire partie de nos vies. Mais cela ne signifie pas que tu es moins que quiconque. » Adam inclina la tête, insatisfait. Ne nous aimait-il pas? Ces mots poignardèrent son cœur comme des couteaux. Elle prit son visage doucement. Certains hommes ne savent pas aimer. Mais ce n'est pas ta faute, Adam. Tu es mon cadeau, et je t'aime assez pour nous deux. Adam la serra fort, ses petits bras autour de son cou. Alors je n'ai pas besoin de lui si je t'ai. Les larmes coulèrent sur les joues de Clara face à son innocence. Oui, mon fils, murmura-t-elle. Tu n'as pas besoin de lui. Mais lorsqu'Adam s'endormit cette nuit-là, Clara resta éveillée, fixant le plafond fissuré. Le poids de son silence pesait sur elle. Combien de temps pourrait-elle cacher la vérité? Le jour viendrait où il exigerait des réponses qui ne pourraient plus être adoucies. Pourtant, en écoutant sa respiration douce, elle décida qu'elle porterait le fardeau aussi longtemps qu'elle le pourrait. Si elle pouvait le protéger de la cruauté du rejet de Richard, elle le ferait, même si cela la brisait 1000 fois. Un matin, en livrant du linge dans un quartier riche, Clara aperçut un titre de journal affiché dans un kiosque. Richard Coleman étend son empire avec un nouveau gratte-ciel. Il y avait son visage, confiant, poli, le sourire d'un homme épargné par la honte. Ses mains tremblèrent alors qu'elle fixait la photo, les souvenirs revenant comme des couteaux. Elle pensa à la nuit où il l'avait chassée, enceinte et humiliée, et sentit ses genoux faiblir. « Vous achetez ou pas ?» aboya le propriétaire du kiosque. Clara paya rapidement le journal et le serra contre sa poitrine comme si c'était une blessure à couvrir. Ce soir-là, elle s'assit sur son lit, fixant le visage de Richard dans l'image. Adam, maintenant âgé d'environ 7 ans, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Maman, qui est cet homme ?» demanda-t-il. Clara ferma le journal rapidement. « Personne d'important pour nous, » répondit-elle. « Juste quelqu'un que le monde admire. » Adam fronça les sourcils. « Mais pourquoi tes yeux semblent-ils tristes quand tu le vois ?» Clara força un sourire. « Parce que parfois, le monde admire des gens qui ne le méritent pas. » Plus tard cette nuit-là, quand Adam s'était endormi, Clara déplia à nouveau le journal et traça le sourire imprimé de Richard avec des doigts tremblants. « Tu vis dans des tours pendant que nous nous battons pour du pain, » murmura-t-elle amèrement. Elle se demanda s'il pensait jamais à elle, s'il se demandait jamais pour l'enfant qu'il avait rejeté. Mais au fond, elle connaissait la réponse. Pour lui, il n'existait pas. Elle laissa le journal tomber dans le petit feu qu'elle utilisait pour cuisiner, regardant les flammes dévorer son image. « Un jour, Adam, murmura-t-elle, tu ne lèveras pas les yeux vers des hommes comme lui. Tu baisseras les yeux car tu seras plus grand, bâti sur la vérité et non sur l'avidité. » Les flammes vacillèrent, illuminant son visage de colère et de résolution. Pour la première fois, elle ne se sentait plus comme une femme de chambre rejetée. Elle se sentait comme une mère préparant à élever un garçon qui confronterait un jour un monde qui s'était moqué d'eux. Les premiers jours d'Adam à l'école furent un rappel brutal pour Clara que le monde n'était pas gentil avec les enfants qui portaient le poids des secrets. Il entra dans la classe portant un uniforme de seconde main que Clara avait soigneusement cousu pour cacher son âge. Mais les enfants remarquent plus que ce que les adultes attendent. À l'heure du déjeuner, il fut acculé par 2 garçons aux sourires arrogants. « Où est ton père, hein ?» ricana l'un, poussant l'épaule d'Adam. « Je parie qu'il ne voulait pas de toi. » Les poings d'Adam se serrèrent, mais sa voix resta ferme. « J'ai une mère qui m'aime, et c'est plus que vous ne saurez jamais. » L'autre garçon rit, se moquant de sa confiance, et la bagarre qui suivit se termina avec Adam au sol, la lèvre en sang tandis que le professeur le traînait au bureau. Clara fut convoquée et s'assit sur une chaise en bois usé alors que le directeur lui faisait la leçon sur la discipline. « Votre fils doit apprendre à contrôler son tempérament, »
insista l'homme. Clara, tenant fermement la main d'Adam, répondit d'un ton calme mais tranchant. Mon fils apprend à contrôler un monde qui ne le respecte pas. Cela demande plus de force que n'importe quelle leçon que vous enseignerez ici. À la maison, Clara soigna la lèvre fendue d'Adam avec de l'eau chaude et murmura. Tu ne dois pas les laisser t'entraîner vers le bas. Adam, encore furieux, demanda. Pourquoi me déteste-t-il pour quelque chose que je n'ai pas fait? Pourquoi rit-il de moi? Clara le fit asseoir sur ses genoux, lissant ses cheveux. Parce que quand les gens voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils se moquent. Mais toi, Adam, tu dois t'élever plus haut que leur rire. Il la regarda avec des yeux brillants de larmes et murmura. Je veux être fort pour toi, maman. Elle embrassa son front, ses propres yeux humides. Alors sois fort, pas avec les poings, mais avec l'esprit, que ta force soit la preuve que leur cruauté ne signifie rien. Cette nuit-là, alors qu'Adam lisait son livre scolaire usé sous la lumière tamisée, Clara l'observa silencieusement, son cœur déchiré entre la fierté et la douleur. Chaque bleu qu'il endurait était un reflet de la honte que Richard leur avait imposée. Mais chaque fois qu'Adam se relevait, elle voyait un homme en devenir, un homme qui tiendrait un jour la tête haute, malgré le poids du déni de son père. L'année suivante, la résolution d'Adam se durcit comme du fer, forgé dans les feux de l'humiliation qu'il affrontait quotidiennement. À 12 ans, il rentra un après-midi, la chemise déchirée et les phalanges à vif après s'être encore défendu. Le cœur de Clara souffrait. Mais avant qu'elle ne puisse le réprimander ou le réconforter, Adam dit avec une détermination féroce. « Je ne laisserai plus personne t'insulter, maman. Peu importe si je dois me battre contre toute l'école. Je ne les laisserai pas rire de toi. » Clara, surprise par la fougue dans sa jeune voix, laissa tomber le bassin qu'elle lavait et le serra contre elle. « Non, Adam, » murmura-t-elle désespérément. « Ta vie doit être plus grande que les combats. Ne gâche pas ta force pour eux. Prouve-leur qu'ils ont tort en devenant plus que ce qu'ils peuvent imaginer. » Adam recula légèrement, ses yeux brillants de conviction. « Alors j'étudierai plus dur. Je travaillerai plus dur. Un jour, ils baisseront la tête en entendant mon nom, et je te rendrai fier. » Cette nuit-là, alors que la pluie tapait doucement contre la fenêtre, Clara s'assit à côté d'Adam alors qu'il peinait sur ses devoirs d'arithmétique. Elle observa la façon dont il fronçait les sourcils, mordant sa lèvre avec détermination, et ressentit une vague de fierté si profonde qu'elle en faisait mal. « Tu me rappelles les personnes les plus fortes que j'ai jamais connues, » lui dit-elle doucement. Adam leva les yeux, perplexe. « Qui ?» Clara sourit faiblement. « Les survivants. Ceux qui plient mais ne se brisent jamais. Tu as le même esprit. » Adam posa sa tête sur son épaule et murmura « Je l'ai de toi. » Clara cligna des yeux pour retenir ses larmes, le serrant fort. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur d'espoir que ses sacrifices construisaient quelque chose de plus grand que sa douleur. Elle crut les mots d'Adam, qu'il s'élèverait un jour si haut que le monde serait forcé de se souvenir non seulement de lui, mais de la femme qu'il avait élevée à travers le feu. Tandis que Clara et Adam luttaient contre la pauvreté, l'empire de Richard Coleman se répandait comme un feu de forêt à travers l'horizon de la ville. Son visage ornait les couvertures de magazines, son nom résonnait dans les salles de réunion, et ses discours remplissaient les auditoriums d'applaudissements. Un visionnaire autoproclamé l'appelait la presse, bien que Clara connût la vérité derrière son sourire poli. Un soir, elle entendit des hommes dans une laverie discuter de sa dernière tour. « Cet homme transforme tout ce qu'il touche en or », remarqua l'un d'eux. Clara serra la mâchoire, ses mains tremblant dans le bassin de lavage. Pour eux, Richard était intouchable. Mais pour elle, il était un fantôme qui hantait les questions de son fils, une blessure qui ne se fermait jamais. Plus sa richesse grandissait, plus sa lutte semblait aiguë, comme vivre sous une ombre qui se moquait de son existence. Elle se demandait souvent s'il se souvenait de la femme de chambre qu'il avait mise de côté, ou si son cœur l'avait enterrée sous des couches de pouvoir et de fierté. De l'autre côté de la ville, la nouvelle épouse de Richard, élégante et froide, sirotait du champagne lors de galas pendant que les photographes capturaient leur image parfaite. Dans une interview, lorsqu'on lui demanda à propos de la famille, Richard sourit et dit « Mes enfants sont mon héritage. » Clara lut ces mots dans un journal jeté et sentit son estomac se retourner. « Tes enfants » murmura-t-elle amèrement, regardant Adam alors qu'il griffonnait ses devoirs sur leur petite table. « Tu oublies l'enfant qui porte ton sang,
Mais pas ton nom. Elle froissa le journal dans le feu, son visage illuminé par les flammes. Cette nuit-là, Adam demanda doucement. Pourquoi as-tu l'air si triste, maman? Clara déglutit difficilement et répondit. Parce que le monde applaudit des hommes qui ne le méritent pas. Mais un jour, Adam, tu leur montreras que le monde a applaudi le mauvais homme. Elle embrassa sa tête et le borda dans son lit, jurant silencieusement que l'empire que Richard affichait ne ferait pas d'ombre à l'avenir qu'elle construisait dans la force tranquille de son fils. Tard dans la nuit, quand Adam était profondément endormi, Clara laissait ses larmes couler librement, ses murmures engloutis par l'obscurité. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant les étoiles, son cœur lourd de questions qu'elle ne posait jamais pendant la journée. Me pardonnera-t-il un jour de ne pas lui avoir donné un père? Demanda-t-elle à l'air nocturne, ses doigts tordant l'ourlet de sa robe. Parfois, le silence répondait. Parfois, le bruissement des feuilles dehors lui donnait un étrange réconfort. Elle portait le double fardeau de la honte et de la survie, souriant pendant la journée pour qu'Adam ne voie pas les fissures dans son armure. Mais quand il dormait, elle s'autorisait à s'effondrer. L'épuisement des nettoyages sans fin, les moqueries des voisins, et le souvenir de la cruauté de Richard pesaient sur elle comme des poids qu'elle ne pouvait plus porter. « Mon Dieu, donne-moi de la force », murmura-t-elle, pressant sa paume contre sa poitrine. « Parce que parfois, je n'en ai plus. » Une nuit, Adam se réveilla silencieusement et la trouva essuyant ses yeux. « Maman, tu pleures ?» demanda-t-il, sa voix tendre. Clara se tourna rapidement, forçant un sourire. « Juste fatiguée, mon cœur. Retourne dormir. » Mais Adam secoua la tête et grimpa sur ses genoux, enroulant ses petits bras autour de son cou. « Ne sois pas triste. Je prendrai soin de toi un jour. Tu n'auras plus à pleurer. » Son cœur se brisa face à son innocence, ses larmes coulant plus vite alors qu'elle le serrait fort. « Tu prends déjà soin de moi, » murmura-t-elle dans ses cheveux. « Tu me donnes une raison de me réveiller chaque matin. » Adam la regarda et dit. « Alors promets-moi que tu n'abandonneras jamais, quoi qu'il arrive. » Clara embrassa son front et hocha la tête. « Je promets. » Cette promesse devint sa bouée de sauvetage, un fil auquel elle s'accrocha quand la vie menaçait de la noyer. Chaque larme qu'elle versait en secret devenait une graine de résilience qu'Adam arrosait sans le savoir avec son amour. Quand Adam devint adolescent, il s'était transformé en un garçon avec du feu dans les yeux et de la détermination dans le cœur. Il travaillait après l'école, portant des caisses au marché, rapportant de petits salaires pour aider Clara. « Tu ne devrais pas travailler si dur », le réprimanda doucement Clara un soir alors qu'il posait du pain sur la table. Adam secoua la tête, la détermination gravée dans ses traits. « Tu as travaillé toute ma vie, maman. C'est à mon tour d'aider. » Clara sourit faiblement, sa poitrine gonflée de fierté, mais au fond d'elle, elle craignait que le monde ne le brise trop tôt. Adam, cependant, était résolu. Il étudiait tard dans la nuit, son visage éclairé par une lampe vacillante, refusant de laisser l'épuisement le faire taire. Quand Clara le pressait de se reposer, il répondait simplement. Chaque page que je lis est un pas de plus pour m'assurer que tu ne pleures plus jamais. Ces mots devinrent son bouclier, sa résolution inébranlable. Un après-midi, Adam rentra de l'école et trouva Clara luttant avec un panier lourd. Il le lui arracha des mains et dit fermement. « Tu as assez porté, maman. Désormais, laisse-moi porter pour nous deux. » Clara le fixa, réalisant que son petit garçon était devenu un jeune homme dont la force était forgée dans leur souffrance. Elle posa sa main sur sa joue et murmura. « Tu deviens tout ce que j'ai prié que tu sois. » Adam rencontra son regard et répondit avec une conviction tranquille. « Et un jour, je deviendrai tout ce qu'il ne voulait pas que je sois. Pas par vengeance, mais parce que je te le dois. » Le cœur de Clara gonfla de fierté et de douleur, sachant que le chemin à venir le testerait de manière qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Mais à cet instant, elle comprit que le garçon qui s'accrochait autrefois à ses jupes se tenait maintenant droit, prêt à marcher vers un avenir qu'il revendiquerait de ses propres mains. Richard Coleman s'était toujours cru indestructible, un homme qui commandait l'horizon avec des tours de verre et des salles de réunion d'un simple regard. Pourtant, un matin, après un vertige qui le laissa s'agrippant à son bureau en acajou, il accepta un bilan complet. La suite de l'hôpital qu'il entra était impeccable, bordée d'instruments chromés et d'écrans affichant des lectures sans fin. Il ignora les regards nerveux des infirmières et marmonna. Juste de la fatigue. J'ai trop travaillé.
Des heures plus tard, le médecin revint avec un dossier serré contre sa poitrine. Monsieur Coleman, commença-t-il prudemment. Vos analyses de sang révèlent un trouble génétique rare. C'est agressif, et sans une greffe de moelle osseuse, votre espérance de vie est considérablement réduite. Richard fronça les sourcils, agitant la main comme pour chasser une mouche agaçante. Vous exagérez. Prescrivez-moi quelque chose de plus fort. Mais le médecin secoua gravement la tête. Monsieur, les médicaments ne guériront pas cela. Un donneur est votre seule chance. Pour la première fois depuis des décennies, Richard sentit les murs se refermer sur lui, son empire soudain impuissant à le protéger. Ce soir-là, il s'assit dans son pelouse, regardant les lumières de la ville qui s'inclinaient autrefois à chacune de ses décisions. Sa femme entra, élégamment drapée de soie, et demanda sèchement « Qu'a dit le médecin ?» Richard hésita avant de répondre « Il se trompe. Ce n'est rien que je ne puisse gérer. » Mais lorsqu'elle remarqua le tremblement de ses mains, ses yeux se plissèrent. « Richard, ne me mens pas. » Il s'énerva. « Je t'ai dit, ce n'est rien », avant de s'enfermer dans son bureau, fermant la porte avec une force qui fit trembler le lustre. Seul, il se versa un verre, mais même la brûlure du whisky ne pouvait engourdir la vérité qui le rongeait. Pour la première fois, la peur rongeait sa poitrine, plus forte que n'importe quel concurrent, plus forte que n'importe quelle perte. Il murmura pour lui-même « Je suis Richard Coleman. Je ne tombe pas. » Pourtant, alors que la ville scintillait sous lui, il réalisa que le pouvoir, la richesse et la fierté n'avaient pas de voix dans les chambres de son corps qui défaillaient silencieusement. Les semaines suivantes devinrent un défilé d'aiguilles, de graphiques et de résultats de tests. La famille immédiate de Richard fut testée en premier, sa femme élégante, qui offrit son sang avec réticence, et ses 2 enfants, héritiers gâtés, qui détestaient l'interruption de leur routine. Lorsque les résultats revinrent, le médecin les posa sur la table polie avec une finalité silencieuse. « Aucun d'eux n'est compatible, dit-il, son ton lourd. » La femme de Richard expira de soulagement, murmurant « Au moins, nous avons essayé », comme si son devoir était accompli. Le visage de Richard s'assombrit. « Essayez ? Essayez ? Ma vie n'est pas une boîte de charité où vous jetez des pièces. C'est une question de vie ou de mort. » Son fils, affalé dans une chaise de designer, ricana. « Père, nous ne sommes pas médecins. Que attendez-vous de nous ?» La rage brûla dans les veines de Richard alors qu'il frappait du poing sur la table, le son résonnant comme un coup de feu. « J'attends de la loyauté, rugit-il. Mais la loyauté, réalisa-t-il amèrement, n'avait jamais été cultivée dans les couloirs froids de son manoir. Le lendemain, il convoqua des spécialistes de toute l'Europe, sans lésiner sur les dépenses. Son assistant murmura « Nous avons testé des dizaines de volontaires. Toujours rien. » Richard s'énerva. « Alors testez des centaines. Des milliers si nécessaire. » Pourtant, chaque rapport revenait avec les mêmes mots, pas de correspondance. L'empire qui avait autrefois plié le monde à sa volonté ne pouvait pas conjurer ce que son corps défaillant exigeait. Tard un soir, alors que sa femme se glissait dans un gala sans un regard en arrière, Richard s'assit seul dans son bureau, fixant son reflet. Sa peau semblait plus pâle, ses yeux plus creux. Il serra le bord du bureau et murmura « Il doit y avoir quelqu'un. » Pour la première fois depuis des années, il admit la défaite au silence de la pièce. Le vide répondit avec un cruel rappel qu'il avait repoussé la seule possibilité il y a longtemps, l'enfant qu'il avait nié avant même qu'il ne prenne sa première respiration. C'est le docteur Harris, le spécialiste principal supervisant son cas, qui finit par exprimer ce que Richard avait enfoui profondément. L'homme ajusta ses lunettes et s'éclaircit la gorge nerveusement. « Monsieur Coleman, pardonnez-moi, mais étant donné la nature génétique de votre maladie, la meilleure chance pour un donneur compatible serait un enfant biologique. » Richard agita la main avec impatience vers la pièce adjacente où son fils était assis, faisant défiler son téléphone. « Nous les avons testés. Ils sont inutiles. » Harris hésita. « Monsieur, je veux dire tout autre enfant que vous pourriez avoir. Parfois, les gens ont une famille non reconnue. » Les mots pesèrent lourd dans l'air. La tête de Richard se redressa, sa mâchoire se crispant. « Savez-vous à qui vous parlez ? Je n'ai pas d'enfant non reconnu. » Mais le regard ferme de Harris ne vacilla pas. « Monsieur, cette maladie ne se soucie pas des réputations. S'il y a quelqu'un,
C'est maintenant qu'il faut le trouver. Richard le renvoya avec un grognement, mais la graine était plantée. Cette nuit-là, Richard resta éveillé, hanté par des souvenirs qu'il s'était forcé à oublier. Une femme de chambre tremblante debout dans son bureau, les yeux suppliants, l'écho de sa propre voix disant « Renvoyé », la silhouette vague de sa silhouette alors qu'elle sortait de ses grilles, portant honte et silence. Il serra les poings, refusant de la nommer, refusant d'accepter que la vie qu'il avait niée puisse maintenant tenir sa survie entre ses mains. Sa fierté et sa peur luttèrent dans l'obscurité jusqu'à l'aube. Au matin, lorsque son assistant entra avec de nouveaux rapports de donneurs échoués, Richard murmura pour la première fois « Trouvez-la ». L'assistant cligna des yeux. « Monsieur ». Richard déglutit difficilement, sa voix rocailleuse. « La femme de chambre, Clara Williams, trouvez-la. Et s'il y a un enfant, je veux qu'il soit testé. » En quelques jours, des détectives privés fouillèrent la ville, frappant aux portes et tirant sur les fils de la rumeur. Le nom de Clara, enterré sous des années de difficultés, refit surface par fragments. Une femme de ménage dans la périphérie, la femme qui marchait tête baissée, mais dont le fils se tenait fièrement à ses côtés. Lorsque Richard reçut enfin le rapport, il s'assit à son bureau pendant des heures, fixant les photographies. Clara suspendant des vêtements sous le soleil de l'après-midi, ses mains usées, son dos plié mais non brisé. À côté d'elle se tenait un jeune homme, grand, aux yeux sombres, portant un panier avec une force tranquille. La gorge de Richard se serra contre une vague qu'il ne pouvait nommer. « Alors il existe » murmura-t-il, traçant l'image du garçon avec son doigt. La fierté et la honte guerroyaient en lui, le bâtisseur d'empire réduit à un homme fixant la preuve de son propre rejet. Pendant ce temps, Clara sentit les frémissements d'ombres anciennes. Un soir, elle repéra une voiture noire élégante garée au coin de sa rue, ses vitres teintées, sa présence lourde. Son estomac se retourna alors qu'elle portait le linge à l'intérieur. « Maman », dit Adam, suivant son regard. « Pourquoi cette voiture nous observe-t-elle » Les mains de Clara tremblèrent. « Ce n'est rien, mon fils. Juste des gens qui ne savent pas où est leur place. » Mais au fond, elle savait exactement d'où cela venait. Elle ferma la porte fermement, son cœur battant. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Adam dormait, elle murmura pour elle-même. N'ose pas revenir dans nos vies, Richard, n'ose pas. Pourtant, elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que le passé qu'elle avait lutté pour enterrer ne frappe à sa porte avec des exigences qu'elle ne pourrait plus ignorer. Le coup vint un matin froid, net et délibéré. Clara ouvrit la porte pour trouver Richard debout là, vêtu d'un costume sur mesure, mais visiblement plus mince, sa présence autrefois imposante atténuée par la maladie. Pendant un instant, le temps se replia sur lui-même. Elle était à nouveau la femme de chambre dans sa maison, renvoyée et déshonorée. « Clara », dit-il, sa voix portant un poids qu'elle n'avait jamais porté auparavant. Sa gorge se serra et elle s'agrippa au bord de la porte. « Vous n'avez aucun droit d'être ici. » Richard exhala lourdement. « Je dois vous parler du garçon derrière elle. » Adam apparut, maintenant 17 ans, ses épaules larges, ses yeux vifs de suspicion. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, scrutant l'étranger qui semblait étrangement familier. Clara se tourna rapidement. « Retourne à l'intérieur, Adam. » Mais le regard de Richard se fixa sur le garçon, sa voix vacillante. « Il est à moi. » Adam fronça les sourcils, déconcerté. « De quoi parlez-vous » Le cœur de Clara battait alors que Richard s'approchait. « Je suis ton père », confessa Richard, chaque mot déchirant des années de déni. Les poings d'Adam se serrèrent alors qu'il regardait entre sa mère tremblante et l'homme dont les traits reflétaient les siens. « Vous » cracha Adam. « L'homme qu'il a laissé dans la poussière. L'homme qu'il a laissé souffrir pendant que vous construisiez vos tours. » Richard tenta de stabiliser sa voix. « J'ai fait des erreurs, mais j'ai besoin. » Adam le coupa d'un regard. « Vous avez besoin de vous. Après tout, vous venez ici parce que vous avez besoin. » Clara posa une main sur le bras de son fils, sa voix se brisant. « Adam, s'il te plaît. » Mais au fond de son cœur, elle savait que le jour qu'elle avait redouté toutes ces années était arrivé. La vérité n'était plus la sienne à protéger. Le garçon qu'elle avait élevé dans la souffrance se tenait maintenant face à face avec l'homme qui avait écrit leur douleur. Le silence après la confession de Richard était si lourd qu'il semblait écraser les murs autour d'eux.
Adam se tenait les bras croisés, la mâchoire serrée, les yeux plissés sur l'homme qui osait se dire son père. Richard s'agitait mal à l'aise, la sueur perlant sur son front. « Je suis malade », admit-il enfin, sa voix tremblante d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée dans les salles de réunion. « J'ai besoin d'un donneur et tu es ma seule chance. » Le rire d'Adam était aigu, amer. « Alors c'est pourquoi vous êtes ici. Pas parce que vous vous souciez. Pas parce que vous regrettez, parce que vous avez besoin. » Le cœur de Clara se tordit alors qu'elle regardait son fils, son visage mêlant douleur et défi. Richard tenta de s'avancer, mais Adam leva la main. « Ne faites pas ça », avertit-il froidement. « Si vous voulez quelque chose de moi, il y aura un prix. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici après des années de silence et espérer que je saigne pour vous. » Richard déglutit difficilement, sa fierté luttant contre le désespoir. « Que veux-tu » Les yeux d'Adam brûlaient alors qu'il répondait. « Je veux que vous rendiez sa dignité à ma mère là où vous l'avez volée, devant le monde. » Richard cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. « Tu veux dire des excuses ?» La voix d'Adam monta avec venin. « Pas seulement des excuses. Vous vous tiendrez devant des caméras, devant vos actionnaires, devant le monde qui vous adore, et vous direz exactement ce que vous avez fait. Vous nommerez ma mère comme la femme que vous avez jetée comme une ordure, la femme qui m'a élevée avec rien d'autre que ses mains nues. Et vous implorerez son pardon publiquement. » Clara haleta, saisissant le bras d'Adam. « Adam, non, » murmura-t-elle. « Tu ne comprends pas ce que tu demandes. » Mais le regard d'Adam resta fixé sur Richard. « Je comprends parfaitement. Il vous a humilié dans le silence, maman. Il vous restaurera dans la lumière. » Richard trembla, sa fierté rugissant en protestation, mais la douleur creuse dans son corps lui rappela le temps qui s'écoulait. « Et si je fais cela ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Adam se pencha en avant, ses mots coupants comme de l'acier. « Alors peut-être, je considérerais sauver votre vie. Mais sachez ceci, Richard Coleman. Je ne vous appellerai jamais père. » Richard arpenta son Penthouse cette nuit-là comme un animal en cage, son reflet dans le verre se moquant de lui à chaque pas. Sa femme, perchée sur le canapé, était peu impressionnée. « Vous ne pouvez pas sérieusement envisager de vous humilier ainsi, » ricana-t-elle. « Votre empire s'effondrerait. Votre nom serait traîné dans la boue. » Richard se tourna brusquement, son visage pâle, mais ses yeux fiévreux. « À quoi sert un empire si je suis mort ?» Elle leva les yeux au ciel, sirotant son vin. « Vous avez toujours dit que l'héritage était tout. Mourir avec votre nom intact. » Sa froideur le coupa plus profondément que sa maladie ne le pourrait jamais. Il frappa du poing sur la table, brisant le verre de cristal. « Vous ne comprenez pas. Sans le garçon, je suis fini. » Elle rit légèrement, cruellement. « Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de courir après des femmes de chambre. » La vérité de ces mots le frappa comme une gifle. La fierté le noyait, mais la peur de la mort le tirait plus vite sous l'eau. Pendant des jours, il refusa d'agir, s'accrochant à l'illusion qu'un autre donneur pourrait apparaître, que la richesse pouvait encore conjurer des miracles. « Cherchez encore », aboya-t-il à son assistant. « Il doit y avoir quelqu'un d'autre. » Mais chaque rapport revenait vide. Alors que sa santé se détériorait, les réunions du conseil devinrent des murmures de sa fragilité, et les médias spéculaient sur son absence soudaine des événements publics. Un soir, il s'effondra sur le sol de son bureau, la respiration faible, la sueur coulant sur son visage. Alors que les médecins se précipitaient, sa vision se brouilla, et dans son délire, il vit le visage de Clara, non plus jeune et tremblant comme autrefois, mais fier, debout dans la lumière. Il réalisa que la condition d'Adam n'était plus un choix. C'était sa sentence. Le lendemain matin, la voix et le corps faibles, il convoqua son assistant. « Préparez une conférence de presse », murmura-t-il. « Je vais le faire. » Les mots brûlèrent sa gorge, mais pour la première fois, Richard Coleman choisit l'humilité plutôt que la fierté. Le jour de la conférence de presse arriva avec une tempête de flashs d'appareils photo et de murmures de reporters. La salle de bal de l'un de ces hôtels était remplie à ras-bord. Actionnaires, journalistes, personnel, tous impatients de témoigner de la rare vulnérabilité de l'intouchable Richard Coleman. Il marcha lentement vers le podium, s'appuyant sur le bord pour se soutenir,
sa présence autrefois imposante réduite à une coquille fragile. Clara s'assit au fond de la salle, ses mains tremblantes, incertaine de pouvoir supporter d'entendre son nom de ses lèvres. Adam se tenait à ses côtés, silencieux, ses yeux fixés sur la scène. Richard ajusta le microphone, sa voix se brisant alors qu'il commençait. Pendant des années, j'ai construit des tours qui touchaient le ciel, mais j'ai détruit quelque chose de bien plus grand ici sur terre. Des halètements parcoururent l'audience. Il continua, chaque mot arrachant du sang à sa fierté. Il y a des années, j'ai trahi la confiance d'une jeune femme à mon service. Je l'ai chassée alors qu'elle portait mon enfant, la laissant affronter l'humiliation et la pauvreté seule. Cette femme est Clara Williams, et cet enfant est Adam. La salle explosa en murmures, les flashs éclatant comme des feux d'artifice. Les mains de Richard tremblaient alors qu'il s'agrippait au podium. Je ne suis pas fier de l'homme que j'étais. J'ai honte. Clara, Adam, je vous supplie de me pardonner. Sa voix se brisa, ses yeux brillants de larmes que le monde n'avait jamais vues de lui. Clara couvrit sa bouche, son corps tremblant alors que les émotions luttaient en elle. Douleur, justification, chagrin. Les reporters lancèrent des questions, mais Richard leva la main faiblement. Ce n'est pas une question d'affaires. Ce n'est pas une question de réputation. C'est une question de vérité. Les caméras zoomèrent sur son visage taché de larmes, capturant la chute d'un homme autrefois considéré comme intouchable. Au fond de la salle, la mâchoire d'Adam se serra. Il se pencha vers sa mère et murmura « Maintenant, il sait ce que c'est que la honte. » Clara tendit la main vers sa main, murmurant en retour « Adam, ne laisse pas l'amertume te posséder. » Mais les yeux d'Adam restèrent fixés sur la scène, son silence aussi tranchant qu'une lame, attendant son coup final. Lorsque la conférence de presse se termina, tous les regards se tournèrent vers Adam alors que les reporters criaient des questions. Clara tenta de le guider discrètement dehors, mais Adam se libéra de son emprise et marcha vers le podium, sa grande silhouette projetant une ombre sur l'homme qui s'était appelé son père quelques minutes plus tôt. La salle se tut. Richard leva les yeux vers lui avec un espoir tremblant. « Adam, murmura-t-il, tu as vu. J'ai fait ce que tu as demandé. Me aideras-tu maintenant ?» Adam le fixa, le poids des années gravé dans son expression. « Vous pensez que c'était une transaction ?» dit-il froidement. « Vous pensez que parce que vous avez ouvert la bouche et laissé le monde entendre vos péchés, cela achèterait mon sang ?» Des murmures parcoururent la salle alors que la voix d'Adam s'amplifiait. « Vous ne pouvez pas acheter ce que vous avez jeté. Vous ne pouvez pas défaire les nuits où elle a pleuré jusqu'à s'endormir. La faim qu'elle a endurée pour que je puisse manger, le nom qu'elle a supporté à cause de vous. » Les mains de Richard s'agrippèrent au podium, son visage pâle de désespoir. « Adam, s'il te plaît, je meurs. » Adam se pencha en avant, ses mots coupant comme de l'acier. « Oui, vous mourrez, et peut-être que c'est la justice. » Des halètements résonnèrent alors que la voix du jeune homme tonnait avec conviction. « Vous avez demandé la vie, Richard Coleman, mais ce dont vous aviez besoin était l'humilité. Aujourd'hui, je vous ai donné cela, mais la vie? Non, cela n'a jamais été à moi de vous donner. » Il se détourna, ignorant les sanglots brisés de Richard. Clara se précipita, saisissant le bras de son fils, murmurant à travers ses larmes « Adam, mon fils. Cela te hantera. » Mais le visage d'Adam était taillé dans la pierre. « Non, maman. Cela le hantera. Le monde se souviendra de son empire, oui, mais il se souviendra aussi de la vérité qu'il n'a pas pu échapper. » Il la guida hors de la salle alors que les flashs éclataient. Les journalistes se bousculaient pour capturer l'humiliation finale d'un homme dépouillé de tout. Richard s'effondra derrière le podium, haletant, brisé, son empire le regardant tomber de la seule manière qui comptait, publiquement, irréversiblement, et totalement seul. Dans les semaines qui suivirent, le nom de Richard Coleman ne fut plus synonyme de succès, mais de scandale. Les gros titres criaient sa chute, les investisseurs se retirèrent, et son conseil autrefois loyal l'abandonna. Sa femme fit ses valises de créateur et partit sans un regard en arrière, ses derniers mots glaçants dans leur simplicité. « Tu ne m'es plus d'aucune utilité. » Seul dans son vaste manoir, Richard erra dans ses couloirs silencieux, les échos de ses propres pas se moquant de lui. Il se tenait devant des portraits de son empire, des tours de verre et des sourires de gala, mais ne voyait que des réalisations creuses qui ne pouvaient combler le vide en lui.
Il tenta d'appeler Adam, laissant des messages sans réponse. S'il te plaît, écoute-moi. J'avais tort. Mais le silence qu'il accueillit était le même silence qu'il avait autrefois imposé à Clara lorsqu'elle avait supplié pour de la clémence. Maintenant, c'était à son tour de le goûter. Clara, pendant ce temps, trouva une force tranquille dans la tempête. Bien qu'elle portât des cicatrices, la presse avait restauré sa dignité, et pour la première fois depuis des années, les voisins la saluaient avec respect. Adam marchait à ses côtés, plus grand, plus fier, sa présence sa plus grande victoire. Un soir, alors qu'ils étaient assis dehors leur modeste maison, Adam murmura « Maman, regrettes-tu ce que j'ai fait ?» Clara le regarda avec des yeux mêlant douleur et fierté. « Je regrette que la vie t'ait forcé à choisir. Mais je ne regrette pas que le monde ait enfin vu la vérité. » Richard, dans sa grande maison vide, s'effondra un soir dans son bureau, serrant sa poitrine. Personne ne vint. Personne ne répondit à ses cris. L'empire qu'il avait construit se tenait grand, mais lui, son maître, mourut petit et oublié. Et ainsi, l'homme qui se pensait intouchable apprit trop tard que certaines dettes ne peuvent jamais être payées, et certaines blessures ne guérissent jamais. Son empire survécut, mais son nom portait le poids du regret. Voici le verset biblique. Galates 6h7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Car ce que l'on sème, on le récolte aussi. Richard a semé l'orgueil, la cruauté et le rejet, croyant que sa richesse pouvait le protéger des conséquences. Mais quand la maladie est venue, ni l'argent, ni l'empire, ni la réputation ne pouvaient le sauver. L'enfant même qu'il méprisait devint celui qui tenait son destin, prouvant l'éternelle vérité que les graines que nous plantons chez les autres, qu'elles soient amour ou douleur, nous reviennent en leur temps. Morale de l'histoire. L'histoire enseigne que l'orgueil et la cruauté finissent toujours par revenir. L'arrogance de Richard l'a conduit à abandonner Clara et à nier Adam, les laissant souffrir dans la honte et la pauvreté. Pourtant, les rôles se sont inversés lorsque sa vie dépendait de la personne même qu'il avait rejetée. La dignité de Clara, préservée à travers ses souffrances, devint sa plus grande justification. Et le refus d'Adam de sauver son père rappela au monde que la vraie justice ne s'achète pas avec de l'argent, mais se gagne par l'humilité. La morale est claire. La richesse ne peut effacer les conséquences de nos actions. Les opprimés peuvent souffrir en silence, mais le temps a une manière d'élever leur voix plus fort que n'importe quel empire. Par-dessus tout, ceux qui marchent dans l'humilité et l'amour surpasseront toujours ceux qui construisent leur vie sur l'orgueil et la cruauté. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé dès que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.